Alors je lis les Échos ce matin et j'apprends que les grandes banques sont inquiètes pour Wall Street. Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank disent la même chose. La bourse américaine est montée trop vite, trop fort. Ça risque de baisser et on apprend aussi que les investisseurs cherchent à se protéger contre une baisse des actions américaines. Se protéger de la prochaine baisse. Mais bien sûr, c'est évident, j'y avais pas pensé, ça paraît tellement évident. On a des marchés qui sont élevés, enfin des valorisations qui sont hautes, notamment du côté des marchés américains. On a les droits de douane de Trump qui viennent d'être mis en place à peu près partout. On a beaucoup d'incertitudes, même sur les taux, la Fed, etc. Et on se dit, c'est peut-être le moment de se protéger, c'est peut-être le moment de mettre un casque. Alors en bourse, quand on parle de protéger son portefeuille, on parle en général, alors je vais vous les lister, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. En premier, de garder des liquidités, de garder du cash, bien sûr. Ensuite, d'acheter des obligations d'État, notamment des obligations des États les plus sûrs ou considérés les plus sûrs. Donc, on va avoir les Américains, enfin les obligations américaines, les obligations allemandes, les françaises. Je sais, ça paraît bizarre dit comme ça, mais en tout cas, dans le monde de la finance, ces obligations sont considérées comme sûres. On peut aussi détenir des actions défensives. Donc, on a typiquement des actions dans le secteur de la santé, dans la consommation de base, avec des Colgate, des Danone, des Nestlé, des Procter et Gamble. On a évidemment la star des valeurs refuges, c'est-à-dire l'or. D'ailleurs, si l'or vous intéresse, on a fait un très bon article très complet dans une récente newsletter de Bourse Echo. Je vous mettrai le lien en commentaire si ça vous intéresse. Parmi les autres classiques des valeurs refuges, on a le franc suisse. Et puis, pour ceux qui sont prêts à se frotter un petit peu aux produits plus techniques, on peut acheter des ETF inverses qui vont bouger en sens inverse de l'indice ou bien des options de vente qu'on appelle des puts qui sont vraiment des achats de protection purs. Donc sur le papier, c'est facile. On pioche dans la liste et on achète au choix de l'or, un ETF inverse, des obligations d'État américaines à 10 ans, peu importe. Donc ça paraît très facile. Hein. J'ai pioché ce qui m'intéressait. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et pour vous expliquer tout ça, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé bidouiller un petit peu dans Excel. Ça fait longtemps que depuis que j'ai quitté le monde de la finance corporate, on va dire, je m'amuse beaucoup moins avec les données. Donc, j'ai pris les données de l'indice américain S&P 500 de 1871 à aujourd'hui. J'ai sélectionné quelques crises, donc les plus graves et puis quelques-unes un peu plus récentes pour parler quand même d'actualité. J'ai mis tout ça sur un graphique. Je démarre à chaque fois du plus haut d'avant la crise sur une durée de 3 ans. Donc, on a toutes les crises qui sont mises sur le même graphique. J'ai 10 courbes, une pour chaque crise. Et là, on le voit tout de suite, toutes les crises ne se valent pas. Alors, pour schématiser, pour simplifier, on va avoir les crises courtes et les crises longues. Donc, les crises courtes, ce sont des crises qui sont rapides, mais attention, c'est pas parce qu'elles sont rapides qu'elles ne sont pas violentes. On a par exemple le crack de 87 ou bien la crise du Covid, qui sont vraiment des crises très rapides, mais on a perdu 34% à chaque fois. Alors ça ne se voit pas trop sur mon graphique, tout simplement parce que j'ai pris des données mensuelles. Et les données mensuelles, c'est bien, mais le crack n'a pas toujours lieu à la fin du mois. Et dans les deux cas, le crack a eu lieu plutôt en milieu de mois, donc on ne voit pas le point bas sur le graphique. La bourse est remontée trop vite, finalement, mais on a bien perdu plus de 30% dans les deux cas. Donc ces crises sont très violentes, mais on va retrouver assez vite les niveaux précédents. Bon, le Covid, c'est une des crises les plus rapides de l'histoire. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, vous l'avez tous vécu. En 1987, c'est pareil. On a perdu 22% en un jour. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est complètement dingue. Mais 6 mois après la crise, c'était complètement oublié. C'était de l'histoire ancienne. On a aussi des crises courtes, mais moins violentes. J'ai voulu les mettre, même si elles sont moins connues, justement pour avoir un panel assez large. J'ai pris par exemple la crise de la dette américaine en 2011, quand Standard & Poor's a dégradé la note de la dette américaine. On a perdu 19%. Et on a eu un rebond rapide. Même chose fin 2018, pour ceux qui étaient déjà sur les marchés à cette époque-là. C'est vraiment le même style. On perd 20% et on a un rebond qui est assez rapide. Plus récemment, je pense que tout le monde l'a vécu ici, mais la baisse de 2022, elle a été un peu plus longue que les précédentes, mais je la classe aussi dans les crises. Alors pourquoi est-ce que je commence à séparer crise courte et crise longue? Tout simplement parce que en termes de protection, ça change tout. Pour ces crises courtes, celles qu'on vient d'évoquer, 87, Covid, 2022, etc., l'idéal, ce sont les protections qui sont faites pour ça. Ce sont ces fameux produits qui sont un peu trop techniques pour les particuliers. J'ai mentionné les options de vente, les puts, les ETF inverses, la vente à découvert, etc. Donc, ils sont efficaces parce qu'ils sont prévus comme ça pour une baisse violente, mais si vous vous endormez dessus, en général, ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire qu'il faut malgré tout réagir vite pour pouvoir prendre vos profits sur ces produits de protection et réinvestir dans le marché. Sinon, ça ne sert à rien. Si vous vous endormez trop longtemps sur une option de vente, vous allez gagner beaucoup d'argent temporairement. Et puis, comme leur marché remonte très vite derrière, votre gain il va être très court. C'est la même chose sur les ETF inverses, etc. Il faut avoir raison sur le timing, ce qui n'est pas toujours évident. Ce qui marche aussi dans les crises courtes, c'est détenir des liquidités, détenir du cash. Ça, de toute manière, ça marche tout le temps. Mais dans ces crises courtes, on a le même problème qu'avec les produits financiers qu'on a mentionné un petit peu plus tôt, c'est-à-dire qu'il faut réagir très vite. Et si vous prenez la
la crise du Covid. Crise du Covid, si vous arrivez avant que le Covid pointe son nez avec 50% de cash, 50% d'actions, vous êtes hyper confortable. Vous voyez le marché qui perd 10, 20, 30% et vous perdez beaucoup moins que les petits copains. Mais il faut réagir extrêmement vite pour profiter de ce point bas. Sinon, si vous attendez 2 mois pour profiter de la crise du Covid, c'est trop tard, on est sorti de la crise. Et pire que ça, si vous attendez 6 mois ou 1 an, vous avez une moins bonne performance que tout le monde parce que vous êtes à 50% en cash et vous n'avez pas profité de la remontée qui a été remontée par rapport au point au précédent, mais vous vous souvenez qui a même explosé, notamment du côté des valeurs technologiques. On va passer maintenant à l'autre catégorie de crises, vraiment les pires crises qui existent, ce sont les crises qui durent. Cette fois-ci, la baisse, elle se compte plus en mois, mais en années, et les baisses peuvent dépasser les baisses les plus violentes de 30 ou 40% dont on a parlé jusqu'ici. Je vais démarrer par la moins connue pour les jeunes générations, qui est le choc pétrolier de 1973-1974, mais qui est une crise très intéressante à connaître parce qu'elle est, on avait à l'époque un problème d'inflation, vu que le pétrole avait explosé. On a perdu en 2 ans 45%, donc vraiment grosse crise bien méchante. On a eu une descente en escalier, donc pas forcément facile à vivre parce qu'on a eu des espoirs réguliers. Et c'est une crise qui est alimentée par l'inflation. C'est pour ça que je dis qu'elle est intéressante dans la situation actuelle parce qu'on est dans une situation où on parle beaucoup de potentielle stagflation. Et ce qui a été particulier dans cette crise, c'est que les obligations ont très mal protégé les portefeuilles parce que les taux montaient. Donc seules les valeurs défensives et le cash ont réussi à amortir la baisse. Si je passe à des crises encore plus longues et encore plus méchantes, on a le dégonflement de la bulle Internet, début des années 2000, et la crise financière de 2008. Ces deux-là, vous les connaissez. Évidemment, il y a la mère de toutes les crises, la pire crise que n'ait jamais eu à subir la bourse, la Grande Dépression de 1929. 3 ans de baisse et 90% de pertes. Là, c'est vraiment la folie. Alors, on peut se dire comme ça, bon, 3 ans de baisse, ça va, il suffit de faire le dos rond un petit peu. Non, mais c'est 3 ans de baisse, mais c'est 25 ans pour revenir au niveau de départ. Et dans ces 3 crises très longues et très violentes, on a, comme toujours, les liquidités, le cash, qui aide à s'en sortir, et puis les obligations souveraines, les obligations d'État, qui vont arriver à limiter la casse, surtout en 2000 et en 2008. Pourquoi ? Parce que pendant ces époques-là, l'inflation était plutôt faible, donc c'est pas trop grave de garder des liquidités pendant un certain temps, et puis quand on a les taux qui baissent, c'est plutôt bon pour les obligations. Et les protections rapides, comme les options de vente, les puts dont je parlais au début, ça va aider à encaisser le choc initial, notamment quand le choc est violent comme en 2008, mais vous ne pouvez pas non plus continuer à acheter de la protection pendant toute la baisse. Donc finalement, ce n'est pas le meilleur moyen de se protéger sur une baisse qui va durer vraiment plusieurs années, et surtout un drawdown, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, une de mes vidéos précédentes, un drawdown qui peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous commencez à avoir la complexité de choisir la bonne protection pour la prochaine crise. Ça veut dire qu'il faut déjà deviner si la crise sera longue ou courte. Ensuite, il faut deviner s'il y aura de l'inflation ou non, parce que je vous rappelle que dans une crise comme la crise de 73, choc pétrolier, on était en stagflation, c'est-à-dire stagnation de l'économie et inflation. Donc, notre cash se fait manger, nos liquidités diminuent de 15% par an parce qu'il y a 15% d'inflation. Même chose pour les obligations, même si elles donnent un petit revenu. Donc voilà, pourquoi c'est important de parler de cette crise ? Parce qu'on parle beaucoup de stagflation en ce moment. Vous savez, l'inflation qui peut venir des tarifs de Trump, par exemple, récession plus stagflation, extrêmement compliqué pour se protéger. Et dernier point, il faut aussi deviner si la crise va arriver dans les prochains mois ou bien dans plusieurs années. Parce que garder des liquidités de côté ou bien investir dans des obligations d'État qui rapportent pas grand-chose, ça va, si c'est dans quelques mois, même chose pour acheter des options de vente régulièrement parce qu'elles vont expirer, etc. Ça marche si la crise arrive dans 4-6 mois, mais si la crise arrive dans 4 ans et que vous êtes obligé de racheter des options de vente régulièrement, ou bien si vous gardez des obligations d'État qui rapportent pas grand-chose, ou bien des liquidités qui souvent rapportent quasiment rien, c'est plus compliqué. Donc on voit, il y a 3 conditions, courte, longue, inflation, pas inflation, et puis est-ce que la crise va arriver dans quelques mois ou dans 10 ans. Donc déjà, ce qu'on peut retenir à ce stade, c'est que toutes les crises ne se ressemblent pas. Il y a certaines crises qui vont durer des années, qui vont ronger lentement votre portefeuille, et puis d'autres qui vont frapper en quelques semaines, et puis avec un rebond extrêmement violent qui fait qu'au bout de 2-3 mois, tout est oublié. Donc, toutes les protections ne se valent pas. Alors oui, on pourrait généraliser en disant, globalement, crise longue, c'est liquidité, obligations d'État, valeur défensive, et crise rapide, ETF inverse, option de vente, potentiellement liquidité, mais en tout cas à réinjecter très vite. Après, vous pourriez me dire, oui, mais il y a une classe d'actifs que tu as mentionnée au début, mais dont tu n'as pas reparlé après, ce sont les valeurs défensives. Les valeurs défensives, elles peuvent avoir un atout parce qu'en cas d'inflation, elles vont monter leur prix en même temps que toutes les autres entreprises, donc ça devrait se retrouver, c'est une meilleure protection contre l'inflation que de garder des liquidités ou bien d'avoir des obligations d'État. Oui, mais il y a malgré tout un problème, parce que les secteurs défensifs changent à chaque crise. En 2000, la tech s'effondre, l'énergie
résiste très bien. 2008, banque et assurance s'effondrent, normal, c'est une crise financière, la santé, elle tient bien. En 2020, les pétrolières s'effondrent et la tech flambe, donc exact inverse des années 2000. Et 2022, la tech et les obligations longues s'effondrent, souffrent ensemble. Donc on le voit, la tech typiquement, secteur défensif dans certains cas, type Covid, et puis ce qui craque en premier, quand c'est en 2000 ou bien en 2022. Donc pour savoir quels secteurs sont défensifs, il faut presque savoir, est-ce qu'on va avoir affaire à une crise financière, à une crise pétrolière, est-ce qu'on va avoir une pandémie, est-ce qu'on va avoir un immense bug informatique, par exemple, qui dans ce cas-là, évidemment, mettrait toutes les valeurs technologiques au tapis. C'est très compliqué. C'est pour ça que moi, ça me fait toujours rire quand j'entends « il faut se protéger, il faut couvrir son portefeuille, etc. » Oui, en théorie, c'est super. Les gens qui disent ça, en théorie, ils ont toujours raison. Mais le truc, c'est que concrètement, quand on essaye de le faire, il faut essayer de savoir, il faut même décider de quelle crise on essaye de se protéger. On ne peut pas se protéger de toutes les crises en même temps. Et puis, il y a une énorme question de timing. Parce que le seul intérêt de se protéger, quand on y pense, c'est juste pour pouvoir re-rentrer sur le marché au bon moment. Si c'est juste être protégé pour protéger, on met toute notre vie dans des obligations d'État long terme, de l'or, etc. Et puis, on ne fait que ça. Alors, on pourrait me rétorquer, oui, mais finalement, garder des liquidités, c'est un peu le meilleur, non? Oui, ça se fait un petit peu manger par l'inflation par moment, mais finalement, c'est la meilleure protection contre la baisse. Et c'est vrai, très franchement, les liquidités, on n'est pas impacté par des hausses des taux, etc., par est-ce que l'or va baisser, monter, le franc suisse, etc. On a vraiment notre cash qui reste là et qui ne bouge pas. Sauf qu'il y a un tout petit détail, c'est que oui, les liquidités, c'est la meilleure protection contre la baisse des marchés, mais c'est aussi la meilleure protection contre la hausse des marchés. Maintenant, si on prend un petit peu de recul avec mon graphique et les 10 crises, souvenez-vous que j'ai pris comme point de départ le point le plus haut. Et je dis bien le point le plus haut, précédant les plus grosses crises. On voit que dans pas mal de cas, 3 ans plus tard, on est 20%, 30%, 40%, voire 50% au-dessus de cet ancien plus haut. Donc, rester en cash, garder des liquidités, ça peut coûter très cher, même pendant de grosses crises. Si, en petit 1, bien sûr, vous ne le réinvestissez pas, ça c'est pour les crises courtes, garder du cash dans une crise courte, pas réinvesti, ça ne sert à rien, voire même c'est perdant. Ou bien, si vous le réinvestissez trop tôt, pour les crises longues. Et là, c'est pareil. À quoi ça sert de garder du cash si vous le remettez à moins 10% et que vous vous chopez les 40% de baisse qui restent? Donc, j'ai beau tourner ça dans tous les sens. Si vous achetez des actifs pour vous protéger, quel qu'il soit, il faut que vous soyez devin. Il faut que vous connaissiez déjà la date, la durée et le type de crise qu'on va traverser. Alors évidemment, si vous avez une solution pour vous protéger de la prochaine crise, mettez-moi ça en commentaire. Est-ce que vous vous protégez déjà ou est-ce que vous ne voulez pas le faire? De mon côté, je reste persuadé que pour beaucoup de particuliers, les meilleures protections, c'est tout simplement être diversifié et ne pas vendre dans la panique. Mais attention, ça ne va pas empêcher la prochaine crise. Ça, vous allez vous l'apprendre. S'il y a une crise sur les actions de moins 30% et que vous êtes diversifié et prêt à ne pas vendre, vous allez quand même vous choper les 30%. Mais si vous n'êtes pas prêt à vous prendre une des 10 crises qu'on a vues dans le graphique précédent, ou ceux qui m'écoutent en podcast qui n'ont pas vu, mais qui, vous avez bien entendu des baisses de 30, 40, voire même 90%, 90% qui restent exceptionnels. Si vous n'êtes pas prêt, on va dire, à vous prendre une baisse de 50%, alors la question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes vraiment fait pour investir en actions? Alors je sais, c'est un petit peu dur d'entendre ça, mais c'est vraiment la question à se poser. Suis-je prêt à prendre 40-50% de baisse sur mon portefeuille? Si la réponse est oui, bienvenue dans l'investissement à long terme. Si la réponse est non, réfléchissez à la taille que vous voulez mettre dans votre poche action. Voilà, merci encore pour tous vos soutiens en podcast. Les notes sont toujours excellentes. Merci encore. Si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à me mettre une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Merci aussi pour tous ceux qui me regardent sur YouTube. Le nombre de likes, le nombre de commentaires est toujours super sympa. Je les lis tous. Alors, les commentaires sur la dernière vidéo de Trump étaient parfois intéressants à lire, même marrants à lire. J'aime toujours ces vidéos un peu plus controversées. Si vous n'êtes pas abonné, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent qui ne sont pas encore abonnés sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche. Je sais, c'est pénible d'entendre ça à chaque fois, mais c'est ce qui vous permet d'être au courant de mes dernières sorties. Voilà, merci encore pour tout votre soutien et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo ou un autre podcast. Allez, ciao.